Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. La bonne nouvelle du jour, les restaurants ont réouvert au Portugal. J'y étais ce midi, j'y retourne ce soir, quel bonheur. Le mot d'ordre, soutien à nos restaurateurs. La triste nouvelle de ce week-end, Bernard Tapie et son épouse, agressés par des cambrioleurs. Ici, on l'aime bien, notre nanar, et on lui souhaite, ainsi qu'à son épouse, un très bon rétablissement. Je me rappelle, enfant, avoir demandé à mon père qui disait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera », s'il fallait vraiment avoir peur. Il me répondit qu'avec la croissance économique et la croissance démographique, ce grand pays deviendra à un moment ou à un autre une grande puissance. Je lui demanda alors si la Chine deviendrait la première puissance. Il me répondit en souriant « Cela dépendra de vous ». Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris à l'époque, mais aujourd'hui je comprends. Le président Trump, ce fada comme on dirait à Marseille, l'avait compris et avait tapé du poing sur la table pour dire stop. Son successeur, Joe Biden, semble lui emboîter le pas et la Chine ne va avoir d'autre choix que de sérieusement ralentir sur l'autoroute sans péage qui lui avait été construite par les Américains. Ces derniers s'étant rendus compte que l'élève allait dépasser le maître, ils ont décidé que la plaisanterie avait assez duré. Et chez nous, comme d'habitude, c'est compliqué. Et nos politiques sont tellement narcissiques qu'ils tombent le plus souvent les bras ouverts dans les pièges que leur tendent les Chinois. Fin 2020, Bruxelles a signé un accord avec la Chine après 7 ans de négociations. Pour faire simple, l'accord devait permettre aux entreprises européennes d'investir plus facilement en Chine, dans à peu près tous les domaines, avec des restrictions allégées. En contrepartie, la Chine aura les mains libres, ou disons un peu plus libres, en Europe, et surtout pourra commencer à investir dans les domaines énergétiques, tout particulièrement les énergies renouvelables. Bien entendu, les Chinois se sont engagés à plus de transparence, à une meilleure prise en compte de l'effet climat et à mieux échanger sur les droits de l'homme. C'est un accord de dupes. Les Chinois ne respectent pas leurs engagements et leur pays n'est pas un état de droit. Les sociétés européennes perdent systématiquement leur procès, alors que chez nous, nous sommes un état de droit et ce sont nos juges qui décident, pour le meilleur et pour le pire, mais sans préférence nationale. Un manager de Carrefour en Chine me disait que les propriétaires coupaient régulièrement l'électricité des magasins en promettant de la rétablir immédiatement si le loyer était augmenté de 20, 30 ou 40%. Au début, Carrefour allait devant les tribunaux jusqu'à qu'ils comprennent que même si leurs avocats connaissaient très bien les lois, les Chinois, eux, connaissaient les juges et finissaient par gagner tous leurs procès. Les droits de l'homme, je ne vais même pas en parler. Non pas que je ne porte pas cela en moi, mais vous savez tous aussi bien que moi que les Chinois s'en foutent comme de l'an 40. Et ces pauvres Ouïghours pourront en témoigner jusqu'à la fin des temps. En revanche, le climat, il pourrait peut-être nous surprendre. Ils ont tellement pollué leur pays et le monde par voie de conséquence qu'ils ont pris conscience qu'ils sont déjà victimes de leurs erreurs et que contre la nature, ils n'ont aucune chance. Restons optimistes. Le Parlement européen doit encore ratifier cet accord pour qu'il soit définitif. On doit espérer. Même si cet accord n'est pas signé dans l'État et que nos responsables l'améliorent, le mal est fait et cela fait bien longtemps que le loup est dans la bergerie. Les Chinois n'ont cessé de faire leur marché en Europe et de profiter de nos crises, de nos manquements et de nos inepties pour acheter des sociétés et ainsi s'accaparer des technologies et des savoir-faire qu'ils n'avaient pas. Vous me direz, c'est de bonne guerre, peut-être, mais ne serait-il pas aussi de bonne guerre que l'on commence à se défendre sérieusement? Présentez-moi un homme politique fort et intelligent, pas un capitulaire narcissique, et je vote pour lui en avril prochain. Je devrais même pouvoir lui apporter le soutien de 2 ou 3 quotas. Et concrètement, comment se traduit-il sur ce terrain? Tout le monde se rappelle le rachat de la majorité du port du Pirée à Athènes en 2016, quand la Grèce, acculée par la crise, devait se défaire de ses plus beaux actifs. Quand je pense au fric qui a été envoyé dans l'économie pour atténuer les effets du confinement, je me demande comment l'Europe n'a pas été capable d'acheter ces actifs. On ne pouvait pas, vous allez me dire. Ah bon? Contre le virus chinois, on a pu. Alors pourquoi n'aurait-on pas pu pour lutter contre les Chinois? Mais si ce n'était que ça, dans les fleurons du luxe à la française, Baccarat, Lanvin, Club Med, Sandro, Mage, Claudie Pierlot, c'est bon, c'est passé à la Chine. Ce serait plus de 650 entreprises de manière directe, plus toutes celles achetées de manière indirecte. Là encore, vous allez me dire, business is business. Eh bien non, encore une fois, non. Presque la moitié des entreprises achetées ou raflées en France l'ont été par des sociétés appartenant directement ou indirectement à l'État chinois. Ces investissements ont été encouragés par ce même État qui, pour les entreprises privées, avait donné instruction aux banques d'ouvrir les vannes du crédit.
Il y a certes eu un petit ralentissement il y a quelques années, mais le loup voyant la bête affaiblie avec le virus parti de chez eux a recommencé à accélérer le rythme des achats et se lèche les babines à l'idée du nombre d'entreprises en difficulté que nous allons connaître quand les aides diminueront, voire s'arrêteront. Les Français ne sont ni les seuls à déplorer ces pertes, ni les premiers. Les Anglais et les Allemands sont devant nous. Et pour une fois, c'est tant mieux. L'entreprise KUKA, leader dans la robotique en Allemagne, est passée sous pavillon rouge. Je pourrais vous faire un inventaire à la Prévert de toutes les entreprises achetées, mais cela n'amènerait pas grand-chose. Pour ceux qui veulent se faire peur, tapez simplement sur Google « Entreprise française rachetée par les Chinois », vous n'allez pas être déçus. Que cherchent les Chinois? C'est clair et assumé. Devenir la première puissance économique du monde, puis la première puissance tout court. Et les Chinois ont au moins 4 qualités. Ils sont tenaces, travailleurs, résilients, patients. De plus, ils sont patriotes. Les Chinois sont au service de leur pays. Tout ça me fait dire qu'on est mal barré. Il nous faudrait un sursaut, une vraie prise en compte de cela. Nous devons rentrer dans la bagarre et l'assumer. Nous ne pouvons vivre sous la menace des achats chinois, des sanctions américaines, de l'ouverture des frontières turques aux migrants. L'Europe doit se réveiller et le scandale des vaccins ne laisse rien augurer de bon. Vous dire cela en ce lundi de Pâques me rappelle que Pâques est une naissance ou une renaissance et aussi une rencontre entre un peuple, son homme providentiel et son Dieu. Alors, joyeuse Pâques et espérons que nous rencontrerons notre homme ou notre femme providentielle l'an prochain. C'est maintenant à David et à son point marché de compétition. Bonsoir David. Bonsoir et merci Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en ce lundi de Pâques pour une nouvelle chronique des marchés. Alors, comme vous le savez peut-être, Pâques est avec Noël l'un des congés les mieux partagés dans le monde des marchés financiers, avec un grand nombre de bourses fermées et pour le vendredi saint et pour le lundi de Pâques. Je vais donc profiter de cette semaine écourtée pour prendre un peu de recul et faire le point de ce premier trimestre qui vient de s'écouler. Alors, le premier constat, c'est que malgré la lassitude autour de la situation sanitaire, malgré les couacs divers et variés sur les vaccinations, malgré les sorties de route de la pandémie au Brésil et en Inde, ce premier trimestre 2021 aura été pour les marchés beaucoup plus clément que celui de l'an dernier. Alors, au-delà de ce constat, qui n'aura échappé qu'aux plus inattentifs de nos auditrices et nos auditeurs, nous regardons ce qui se cache derrière les 9% de progression de l'indice MSCI Monde, indice qui regroupe les 1600 valeurs cotées dans le monde développé. Au niveau géographique, on retrouve, une fois n'est pas coutume, une grande homogénéité. Seul le Japon ne progresse que, entre guillemets, de 6%, alors que les actions américaines, les actions de la zone euro et de la zone Pacifique hors Japon sont toutes autour de 9% de performance. Pour autant, l'indice des valeurs technologiques, qui avait en 2020 affiché des performances insolentes, sous-performe significativement avec une hausse limitée à 2%. Si on regarde maintenant les styles de gestion, on commence à voir les écarts se creuser. Si les petites et moyennes capitalisations sont en hausse de 11% en zone euro et de 13% aux États-Unis, et si les valeurs décotées, le fameux style value, progressent de 12% en zone euro et de 10% aux États-Unis, les valeurs de croissance, qui en 2020 ont fait figure de valeurs refuge, n'affiche qu'une progression que de 5% en zone euro et de plus 0,5% aux États-Unis. Alors, il est vrai que les écarts de valorisation entre ces styles avaient atteint des valeurs extrêmes et que ce que nous voyons pour le moment reste encore de l'ordre de la correction des excès de 2020. Alors, du côté des obligations, le tableau est plus dur, avec les emprunts d'État en perte depuis le début de l'année. Ils ont été pénalisés par la remontée des taux d'intérêt aux États-Unis, en zone euro et en Angleterre. En revanche, les obligations d'entreprise se portent bien. Les investisseurs ont été rassurés par les perspectives de reprise économique à plus ou moins court terme et surtout par les monceaux de liquidités déversés par les banques centrales et les milliards dépensés par les États pour éviter les faillites. Alors, en parlant de milliards à dépenser, reparlons un peu des États-Unis. Nous avions déjà eu l'occasion ici même de parler du plan de relance de Joe Biden, un plan de 1,9 trillion de dollars. Ah oui, oui, on parle bien de trillions, hein, on va laisser les milliards pour les petits joueurs. Eh bien, mercredi dernier, ce même Joe Biden a annoncé un nouveau plan de dépenses publiques, cette fois-ci de 2,3 trillions de dollars, donc ciblé sur les investissements en infrastructure. Ce plan, qui s'ajoute au plan précédent de 1,9 trillion de dollars, s'étalera dans les 8 prochaines années et sera financé par une hausse du taux d'imposition sur les sociétés
qui devrait passer de 21% à 28%. Alors, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. on rappelle que ce taux d'impôt sur les sociétés avait été abaissé par le 1, 2, 3, président 4. occupant de la Maison-Blanche, de 35% à 21%. Donc, en revenant à 28, ce n'est que la moitié du chemin qui est rebroussé. Alors, vous l'avez compris, ce nouveau plan de dépenses est ambitieux et ajouté au précédent, on s'approche des 20% du PIB américain qui s'apprête à être injecté dans l'économie américaine. Alors, je vous entends déjà me parler du grand retour de l'inflation avec un grand I. Alors, pas celle qui nous remettrait entre les 2 et 3% d'inflation. Hein. Ça, c'est celle dont on rêvent tous les banquiers centraux. Non, celle plutôt de 6 à 7%. Hein. Celle qui, telle la pâte de dentifrice sortie de son tube, rechignerait à se faire maîtriser. Eh bien, je n'y crois pas une seconde. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, ces investissements vont être étalés dans le temps. Deuxièmement, il y a encore énormément de capacités de production non utilisées. Et c'est sans parler des chômeurs qui, pour le moment, ont tout simplement abandonné la recherche d'un emploi, mais qui réapparaîtront dès que les perspectives vont s'éclaircir. Enfin, ce plan de dépenses publiques se veut un plan d'investissement productif, qui pourrait donc augmenter la productivité du pays et créer une croissance saine, c'est-à-dire non inflationniste. Quoi qu'il en soit, on assiste à un retournement majeur. C'est le grand retour de l'État qui réalloue les ressources de l'ensemble des sociétés américaines au travers des impôts vers des secteurs qui ont été trop longtemps délaissés. Autoroutes, ponts, canalisation, transport en commun, recherche et développement dans les semi-conducteurs, personne ne sera oublié. Alors pour tous ceux qui sont sensibles aux problèmes d'environnement, on saluera bien entendu les milliards alloués à l'industrie automobile pour abandonner les moteurs thermiques au profit de motorisation électrique. Alors de la modification des chaînes de montage à la production de batteries, en passant par la construction d'un réseau national de points de rechargement et en terminant finalement par des subventions accordées aux consommateurs pour qu'ils puissent acquérir ces nouveaux véhicules, le président Biden a pensé à tout. Pour l'anecdote, notons que dans ce programme, quelques milliards ont été mis de côté pour rehausser la hauteur des ponts de 1 mètre. Alors, il est vrai qu'avec le temps perdu sur le sujet du réchauffement climatique par le président Trump, il vaut mieux se préparer d'ores et déjà à la remontée des eaux. Alors, tout cela n'est pas encore voté, bien évidemment, mais il y a bon espoir de voir l'essentiel de ce plan aboutir. Personnellement, j'aurais bien aimé qu'en Europe, on puisse faire preuve avec autant de simplicité, de la même ambition. Et c'est sur ce petit regret que je vais vous rendre l'antenne, non sans vous donner rendez-vous pour un prochain point marché dans 15 jours. Merci beaucoup. Toujours exceptionnel de vous écouter, David. Merci et à très vite, même si on va se revoir tout au long de l'émission pour échanger sur d'autres sujets. Bonsoir Ronnie, bonsoir Damien. Damien, il faut reconnecter votre micro. Voilà, c'est fait. Merci. Donc Ronnie, vous êtes président de la Financière Galilée et aussi le plus jeune président d'une société de gestion en France. Damien, vous n'êtes guère plus vieux. Et Ronnie, si vous le voulez bien, je vous laisse nous parler de votre parcours et de la création de l'entreprise qui, je crois, a été fondée par votre père. Oui, c'est ça exactement. Bonjour Bernard. Tout d'abord, merci de nous inviter dans votre émission car c'est une première pour nous. Donc, merci de nous donner la parole pour vous présenter un petit peu nos expertises. Alors, la Financière Galilée, donc, c'est une société de gestion qui a été créée en l'an 2000 et qui s'adresse aux particuliers comme aux professionnels. En fait, elle gère des comptes titres, des PEA, des contrats d'assurance vie en France, au Luxembourg, des fonds d'investissement aussi. Et à l'origine, en fait, elle a été créée autour de 4 valeurs. Donc, la première, c'est l'indépendance capitalistique. On est affilié à aucun groupe bancaire ou assurantiel et c'est vraiment ça le gage de notre indépendance en fait dans nos décisions d'investissement. Le corollaire de ça, c'est bien sûr une dimension entrepreneuriale qui est assez affirmée. C'est la deuxième valeur. La société, elle est familiale, elle n'appartient qu'à la famille Michali et à ses salariés. Et la troisième valeur, c'est la dimension européenne. Alors, ça tombe bien puisque le siège est à Strasbourg, que vous connaissez bien, Bernard. Mais c'est surtout que nous avons des partenaires un peu partout en Europe, notamment beaucoup au Luxembourg, en Suisse. On y reviendra peut-être plus tard. La quatrième, c'est des modèles propriétaires. Toute notre gestion est fondée sur 2 modèles internes, un de sélection de fonds et un de sélection de titres. Et en 2018, on a rajouté une 5e valeur. Cette valeur, c'est l'innovation. On s'est vraiment doté des moyens en termes de recherche et de développement pour digitaliser notre offre et la rendre accessible à nos partenaires, à nos clients. Et ça s'est matérialisé
avec l'obtention du crédit impôt recherche, par exemple, l'adhésion au pôle de compétitivité mondiale, donc Finance Innovation. On a obtenu aussi la coupole de l'innovation décernée par la GFI pour notre plateforme digitale Galilée Fund Advisor. Et surtout, la création du fonds Galilée Innovation Europe, dont Damien vous parlera mieux que moi. Alors, merci pour cette entrée en matière bien dense. Donc, voilà, je vois que c'est une société qui est vraiment forte sur des valeurs de la famille, de l'Europe. Voilà, je rappelle que Strasbourg est la capitale de l'Europe aussi, et ça depuis l'origine. Et maintenant, c'est à Damien. Damien, vous êtes gérant et responsable de la sélection des fonds pour la clientèle. Je vous laisse à votre tour vous présenter d'abord et nous parler de votre fonds. Et vous ne m'en voudrez pas si je vous interromps avec une ou deux questions. Non, avec plaisir. Merci Bernard. Effectivement, moi je suis chez Financière Galilée depuis 2013 et gérant depuis 2017. Et c'est vrai que je m'occupe de la sélection de fonds avec Rony, notamment sur la partie action et également de la gestion titres vifs ici. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité, la liberté de pouvoir designer un fonds d'action européenne ici chez Financière Galilée. On a cherché une approche qui ait un sens supplémentaire pour les investisseurs et pour nous en tant que gérants également. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'innovation des sociétés, l'innovation en Europe. Donc on a créé le fonds Galilée Innovation Europe, qui est un fonds d'action européenne, c'est un fonds de stock picking, comme on dit, qui est éligible au PE. Alors, juste pour nos auditeurs, si vous voulez bien nous expliquer ce que c'est exactement le stock picking. Le stock picking, c'est la sélection d'entreprises et principalement via des analyses fondamentales. Donc, l'analyse des perspectives à 3, 5 ans, voire plus des sociétés sur lesquelles on peut investir. Donc, ça, c'est l'identité de ce fonds et on pense qu'il a une approche assez unique car on investit donc dans une sélection restreinte de sociétés au sein de ce portefeuille via une analyse de la capacité d'innovation des entreprises comme pierre angulaire de nos investissements. On pense en fait au sein de l'équipe de gestion, on partage cette conviction que l'innovation au sens large du terme, au sein de notre approche, est la clé pour augmenter les barrières à l'entrée pour faire face à une concurrence mondialisée qui est souvent exacerbée dans bien des domaines et permettre du coup aux entreprises de générer une croissance plus dynamique que la moyenne de leurs résultats sur un horizon de 3 à 5 ans. Vous pouvez nous donner deux exemples de valeurs? Allez, on va dire une valeur que vous avez achetée il y a un certain moment déjà qui représente un petit peu vos convictions et où ça s'est, on va dire, où ça s'est bien passé. Et puis une valeur peut-être que vous n'avez pas encore achetée, mais que vous réfléchissez à acheter ou que vous venez d'acheter depuis pas longtemps, qui reste une idée, qui reste pour vous une perspective et prometteuse d'un futur prometteur. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, je précise avant tout que ce ne sont pas des recommandations d'achat en tant que telles, ce sont des exemples d'investissement au sein de notre fonds et au sein d'un portefeuille diversifié et construit selon le respect d'une certaine gestion du risque. Mais néanmoins, cela étant dit, je peux vous parler par exemple d'une société qui représente beaucoup cette thématique et cette croissance qu'on recherche au sein des sociétés. C'est une entreprise néerlandaise aujourd'hui qui est bien connue, je pense, de beaucoup de gérants, c'est ASML, qui est une société néerlandaise qui est aujourd'hui devenue la plus grande société technologique européenne en termes de capitalisation, puisqu'elle pèse aujourd'hui plus de 200 milliards d'euros. Le secret de cette réussite hors norme, selon nous, c'est d'une part une demande croissante pour les semi-conducteurs dans un monde toujours plus connecté dans tout un tas de domaines, du véhicule électrique au smartphone, à l'IoT, les objets connectés. Et un quasi-monopole, c'est le deuxième point, un savoir-faire qui est unique sur un type de machine qui est dédié à la fabrication de semi-conducteurs. Donc, ils ont un savoir-faire qui est vraiment propriétaire, une forte R&D, recherche et développement, avec des dépenses annuelles qui sont extrêmement élevées et qui permettent de maintenir ces avantages compétitifs. En résultante, ils vendent leurs machines à des géants de la tech comme Intel ou le taïwanais TSMC par exemple. Donc on a chez ASML
pour nous une capacité d'innovation de pointe et une croissance très dynamique de leurs résultats, et ce depuis déjà de nombreuses années. On pense que ça va continuer. Donc typiquement, ASML, c'est une société sur laquelle on a commencé à investir fin 2018. On se souvient qu'il y a eu beaucoup de chahuts sur les valeurs de croissance fin 2018, et ça nous a permis de saisir de nombreux points d'entrée sur des sociétés qu'on n'avait pas en portefeuille, qui étaient un petit peu trop chères et qui à ce moment-là nous ont permis d'initier des positions et qu'on porte toujours aujourd'hui. Je prends l'exemple d'ASML sur ce coup-là, mais je pourrais aussi parler de Dassault Systèmes, par exemple, dans les logiciels de conception. OK. Alors, ASML, c'est le passé. C'est une société que vous avez détectée dans le passé, qui s'est révélée être profitable pour vos clients et qui s'est bien développée. Et maintenant, si on fait un peu de prospective, une société que vous surveillez ou que vous venez de détecter, enfin voilà, quelque chose où vous sentez que la marmite va bouillir. Alors, on a une autre société, un autre secteur pour être un petit peu diversifiant, c'est le secteur de la santé cette fois, où on trouve énormément d'innovation. C'est un deuxième vivier d'innovation très important, et une société qu'on a un petit peu depuis moins longtemps en portefeuille, qui est Straumann. Et Straumann, c'est une société suisse de taille moyenne qui est spécialisée cette fois dans la fabrication d'implants dentaires, principalement haut de gamme. C'est une société très innovante, là aussi, très bien gérée, avec une certaine qualité suisse qui ne fait plus débat, qui commercialise des produits de haute qualité auprès des dentistes et qui est devenu aujourd'hui un leader incontestable sur ce marché. Qui dit santé, dit en général secteur défensif. Ce n'est pas forcément le cas, et ça, c'est un exemple très parlant, puisque c'est une société qui est assez cyclique, puisque les dépenses dentaires, entre guillemets, plutôt esthétiques, sont très dépendantes des revenus disponibles pour les ménages. Et on sait qu'en temps de récession, on est beaucoup moins enclin à faire ces dépenses-là. Donc, c'est un titre qui a pas mal baissé au cours de 2020 suite à l'impact de la pandémie. Mais cet impact est, je pense, et le marché commence à le penser, je pense aussi, moins important qu'escompté. Donc, on a déjà des perspectives de retour à meilleure fortune qui sont déjà visibles. Et on pense que c'est une société qui va continuer à se développer, à gagner encore des parts de marché, voire à faire des acquisitions, et qui devrait avoir encore une très belle croissance organique, une croissance de ses ventes au cours des 2 à 3 prochaines années. Quand vous achetez une société, bon là vous avez pris un exemple suisse, mais on va dire quand vous achetez une société européenne hors zone euro, vous couvrez la monnaie ou vous laissez filer la monnaie et vous subissez les hausses ou les baisses de cette on ne couvre rien, on laisse la devise évoluer, d'autant que ce sont souvent des sociétés exportatrices, et donc on peut avoir des effets bénéfiques aux variations de change et certaines couvertures naturelles, donc on ne couvre pas à ce niveau-là. Et les sociétés européennes qui ne font pas partie de la zone euro représentent une grosse partie de votre portefeuille? Alors, c'est principalement quelques sociétés suisses, britanniques aujourd'hui, depuis le 31-12. Autrement, on retrouve des sociétés qui font partie de l'Union européenne, notamment dans les pays nordiques, avec le Danemark ou la Norvège, qui sont là aussi des pays très innovants par essence et qui nous donnent beaucoup d'idées d'investissement. Très bien. Alors, je voudrais maintenant reparler avec tous les deux du côté européen. Lors de la préparation de l'émission, vous m'avez dit que votre société interprétait l'Europe en la mettant au service de vos clients au travers d'un triangle des 3 pays, France, Luxembourg, Suisse, où Strasbourg-Capitale en serait le centre. Alors, tout ça, c'est des beaux mots. Quand on écrit, ça fait de belles phrases. Et rentrons un peu dans le détail et expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous voulez dire par là et comment vous le matérialisez ou comment vous le vivez ou le faites vivre à vos clients au quotidien. Alors, effectivement, on a pas mal de partenaires en Europe, principalement dans les 3 pays que vous avez cités, Bernard. Et en fait, ça se matérialise par une vision plus Conseil de l'Europe que Union européenne pour nous, puisque la Suisse, effectivement, n'est pas dans l'Union. Et donc, on a effectivement 10 partenaires au Luxembourg pour la gestion de fonds internes dédiés dans le cadre de l'assurance vie luxembourgeoise, et des banques dépositaires en France, en Suisse et au Luxembourg. Ça veut dire que Bernard, si par exemple vous êtes donc à Lisbonne, vous êtes résident portugais, vous pouvez avoir un contrat d'assurance vie luxembourgeois avec un dépositaire suisse, par exemple, et un gérant français. Nous-mêmes. Donc, ça fait effectivement une architecture totalement européenne, et vous avez le choix entre 10 assureurs luxembourgeois.
Donc, c'est vraiment comme ça qu'on voit l'Europe chez Financière Galilée. C'est une opportunité qui, selon nous, est très forte pour pouvoir gérer le patrimoine de manière efficace. Alors, Maël, on va demander à Maël qui nous écoute, qui représente Willins. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez régulièrement, alors ce que Ronnie appelle le triangle européen ou cette combinaison européenne entre un client français, un contrat luxembourgeois, une banque suisse, un dépositaire suisse, voire même un dépositaire qui pourrait être autre que suisse, tout en restant européen? C'est un quotidien que vous vivez, Maël? Oui, il y a beaucoup de demandes. Il y a vraiment beaucoup de demandes pour la Suisse et le Luxembourg. Alors, c'est vrai que nous, on a la particularité d'être un pur luxembourgeois. Et c'est vrai que les clients demandent souvent à traiter avec un assureur purement luxembourgeois et avoir leur dépôt avec un pur suisse, donc en dehors de l'espace économique européen. C'est vrai que ça a donc les rassurer. Alors, c'est vrai que l'année 2020 a été une année stressante pour les clients. Et cette combinaison du dépôt en dehors de l'espace économique européen avec un contrat européen, mais qui n'est pas français, ça a eu le don de les rassurer. Je suis tout à fait d'accord. D'accord, ok, merci. Alors, on va revenir à vous, Ronnie et Damien. Ouais. Est-ce que vous avez une question, parce que c'est souvent quelque chose qu'on me demande, une question que vous avez envie que je vous pose. Souvent, les invités me disent à la fin, c'est dommage que vous ne m'ayez pas posé cette question. Alors, est-ce qu'il y a une question que vous avez un thème sur lequel vous avez vraiment envie de vous exprimer? Je pense que vous avez évoqué la jeunesse, Bernard. C'est vrai que notre équipe est assez jeune et innovante. Allez, donnez-nous votre âge. Vous avez quel âge? Alors, moi, j'ai 34 ans depuis quelques jours. Bravo, bon anniversaire. Merci. Et moi, 33. Donc, voilà. Ah ben voilà. On est Je vous disais, au début de l'émission, je vous disais, vous êtes guère plus vieux. Ben, vous êtes un tout petit peu plus jeune. Et vous êtes président de la société depuis quand? Depuis 2017. D'accord, donc à 30 ans, hein, juste après vos 30 ans. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Et donc nous, on fait transparaître en fait cette jeunesse donc, dans l'innovation, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure, dans la digitalisation aussi de notre offre. Et on fait aussi transparaître cette jeunesse-là dans l'originalité un peu des produits qu'on présente, hein, comme le fonds innovation de Damien, ou encore des feeds, j'en parlais tout à l'heure, hein, dans le cadre de l'assurance vie luxembourgeoise, des feeds thématiques, par exemple, qui sont vraiment des produits voilà, jeunes et qui s'adressent à tout public, surtout dans le cadre de l'assurance vie. Et puis j'ajouterais aussi que on est une équipe de trentenaires. On a la liberté aussi d'être libre de nos convictions et de les bâtir au fil du temps. Et ces convictions-là qu'on peut avoir à nos âges aujourd'hui, je pense qu'elles parlent à d'autres millennials comme nous, à cette génération qui commencent à investir maintenant pour épargner pour leur retraite, par exemple, pour des projets futurs. Et finalement, c'est ce segment-là de la population qui demain va pouvoir avoir du patrimoine et puis continuer à investir. Donc, c'est important pour nous de commencer à bâtir des relations avec nos clients, nos investisseurs, pour pouvoir leur proposer des solutions adaptées, des solutions auxquelles on croit aussi, nous, personnellement, en investissant dans ces produits et les accompagner comme ça au fil des années. D'accord. Et le revers de la médaille, quand vous avez des clients d'un certain âge ou des clients âgés, ils ne sont pas un peu inquiets de cette jeunesse? Alors en fait, on a un peu pris le contrôle, les jeunes, dans la société, mais on a tous les âges, puisque mon père, hein, que vous citiez au début, travaille toujours avec nous. Il nous prodigue des conseils qui sont vraiment très intéressants et c'est un peu le garde-fou de l'expérience que l'on conserve, puisque la boîte a quand même 20 ans. Donc, c'est important de conserver ce genre de choses. Et puis, voilà, on a notre directeur du développement dont on parlait en off tout à l'heure, qui a une quarantaine d'années. Et voilà, c'est vrai que les jeunes ont pris le contrôle, mais on conserve quand même l'humilité de garder les conseils des plus âgés. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Ronnie. Merci beaucoup, Damien. Donc, vous êtes en France. Merci d'avoir participé à cette émission en direct ce lundi de Pâques. Donc, on vous souhaite une bonne fin de week-end pascal. On vous dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Et c'est maintenant au tour de Marc Toiti. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Bernard. Bonsoir à toutes et à tous. Tout va bien?
Tout va très très bien, Marc. Alors, juste une question pour rebondir sur la société de gestion financière égalité. Ça vous inspire quoi, un président de société de gestion à 31 ans? C'est magnifique. Moi, j'ai été chef économiste de la Banque Populaire Natixis. J'avais 27 ans. Donc, j'étais le plus jeune chef économiste d'une banque en France à l'époque. Je crois que je n'ai pas été battu depuis. Donc, bravo. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Quand on est jeune comme ça, dans un milieu, on va dire, de plus âgés, en période de vieux, mais de plus âgés, c'est compliqué. Mais voilà, il faut s'accrocher. Moi, j'ai envie de dire bravo, continuez comme ça. Ça fait plaisir de voir cette jeunesse. Puis, surtout, le plus important, c'est de… Parce que souvent, c'est que les jeunes veulent aller peut-être un peu trop vite. Parfois, aujourd'hui, je vois ça avec mes enfants, qui ont une vingtaine, entre 20 et 25 et 22 ans. Et c'est vrai qu'ils veulent que ça aille très vite. Et donc, c'est vrai que c'est un peu le défaut de cette jeunesse. Mais quand on travaille, entre guillemets, comme là, les deux jeunes viennent de le montrer, et qu'on a ensuite, effectivement, des résultats, voilà, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait cette correspondance entre le travail et finalement la réussite, entre guillemets. Moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on a des réussites qui ne sont pas basées sur le travail. Ça arrive parfois aujourd'hui parce que quand on a des bulles boursières, etc., financières, ou quand c'est malhonnête, alors c'est encore pire, bien entendu. Voilà. Mais voilà, non, il faut, encore une fois, la jeunesse, c'est beau, mais il faut également de l'expérience, je pense, pour avoir les deux à la fois. Donc voilà, c'est vrai que j'ai été chef économiste à 27 ans et je voyais après, à l'époque, les plus âgés que moi, un petit peu on va dire, ils donnent de leçons, etc. Mais en fait, je pense qu'on doit tirer, encore une fois, les leçons de l'expérience. Mais c'est vrai que des fois, vous avez des gens d'un certain âge qui manquent complètement d'humilité. Voilà. Il faut les deux à la fois. Voilà. Mais vive la jeunesse. C'est très beau. Okay. Alors, dans mon édito, j'ai parlé de la Chine et de quelques inquiétudes que j'avais sur cette Chine. Régulièrement, vous nous dites la Chine va bien, la Chine rebondit bien, la croissance redémarre. Voilà, vous en faites un petit peu une comparaison. Mais est-ce que cette Chine, elle n'est pas en train de nous faire un enfant dans le dos, elle n'est pas en train de prendre une place, ou peut-être même, je ne sais pas si j'exagère ou si j'ai un peu raison, mais de voler une place, de compéter sans respecter les règles. Quel est votre sentiment là-dessus, si on essaie de démêler le vrai du faux? Moi, je pense, si vous voulez, que la Chine, déjà, de toute façon, à la base, les conditions sont faussées. Parce que la Chine est une dictature, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, moi, je me souviens très bien, en 2000, justement, à l'époque, donc j'avais donc 30 ans à l'époque, et donc j'avais rencontré justement certains dirigeants de la Bank of China, qui étaient des anciens généraux. Il y avait beaucoup, encore aujourd'hui, il y avait beaucoup d'anciens généraux dans les banques chinoises. Il m'avait dit une chose qui m'avait marqué. Il m'avait dit, vous savez, la Chine a toujours été la première puissance mondiale. Et donc maintenant, on va reprendre notre place. Moi, je les regarde, je dis quand même, vous êtes sûr? Parce qu'elle me dit, oui, c'est vrai, on a eu quelques siècles de pause, mais maintenant, on va reprendre notre place. Voilà. Donc, je pense que et ça, c'était en 2000. Vous voyez, on est en 2021 aujourd'hui. Et souvent, je fais référence à cette discussion parce que tout ce qu'ils m'avaient dit à l'époque, qui paraissait complètement fou, ils l'ont fait. Ils m'avaient par exemple dit qu'ils avaient comme ambition d'atteindre d'ici 2020-2030 20% du PIB mondial. Eh bien, ils l'ont fait. Ils l'ont fait en 2020, même en 2020, ils ont atteint 20% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, si on enlève les différences de pouvoir d'achat entre le dollar et le yuan, donc la devise chinoise, eh bien, ils représentent déjà 20% du PIB mondial. Donc, c'est déjà la première puissance mondiale. Donc, j'ai envie de dire, ils nous avaient prévenus, entre guillemets. Donc, et d'un autre côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, face à cette puissance chinoise, j'ai envie de dire, on est presque des enfants de cœur, tout simplement, aujourd'hui. Et les seuls qui résistent encore, il faut être honnête, ce sont les États-Unis. Et donc, c'est clair que, encore une fois, je ne veux pas faire de la pub pour mon livre, qui marche toujours très bien, mais c'est ce que j'ai vu dans Reset, mon dernier livre. Justement, je disais que cette pandémie qui vient quand même de Chine, il ne faut quand même pas l'oublier, elle aurait dû nous servir justement à faire un reset, à dire à nos amis, entre guillemets, chinois, faites attention, vous avez peut-être été un petit peu trop vite, donc maintenant vous êtes une vraie puissance, donc maintenant vous devez, entre guillemets, avoir des normes en termes de démocratie, par exemple, en termes de liberté de la presse, par exemple, des normes en termes sanitaires, et des normes également, je dirais, en termes sociaux. Ça, c'est très important. Et donc, à ce moment-là, on pourra partir sur un pied d'égalité. Et pour l'instant, malheureusement, ça n'a pas marché parce que, comme l'a bien dit Bernard, la Chine aujourd'hui est plus forte qu'avant la pandémie. C'est-à-dire qu'ils ont déjà retrouvé, dès le troisième trimestre 2020, ils ont déjà retrouvé leur niveau de PIB d'avant la pandémie, donc ils ont effectivement très nettement redémarré. Et là, maintenant, on a eu les chiffres du mois de février pour la balance commerciale chinoise. Ils ont dépassé les 100 milliards de dollars d'excédent commercial sur un mois.
Ils sont à 650 milliards sur 12 mois. C'est des sommets historiques. Donc, c'est ça qui est fou. Cette crise les a rendus encore plus forts. Et nous, on le voit, malheureusement, voilà, on traîne des pieds. Il n'y a que les Américains qui peuvent faire face. Et donc, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est vrai que c'est un match, on va dire, entre guillemets, amical, mais c'est quand même un match. Donc, aujourd'hui, pour, je pense, stopper cette hégémonie chinoise, ou du moins la freiner, on a besoin d'une union entre les États-Unis et l'Europe. Comme on a freiné l'hégémonie japonaise dans les années 80-90 grâce à l'union États-Unis-Europe, il faut faire la même chose aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement, il n'y a pas d'union États-Unis-Europe. Déjà, nous, l'Europe, on n'arrive pas à se mettre d'accord entre nous. Alors, évidemment que les États-Unis, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est là où moi, ma crainte, c'est que les États-Unis arrivent à s'entendre avec les Chinois et que nous, les Européens, nous soyons malheureusement les dindons de la farce. Donc, c'est ça qui est un petit peu inquiétant. Et juste pour terminer sur la Chine, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, justement, que m'avaient dit à l'époque ces dirigeants de banque, et que j'ai retrouvé ensuite dans mes différentes relations avec les Chinois, donc les autorités chinoises, évidemment, de Chine, c'est qu'ils m'ont toujours dit, vous savez, nous, on sera prêts à mettre plus de démocratie, etc., mais pour l'instant, on s'occupe d'augmenter le niveau de vie des Chinois. Et c'est vrai que là, on peut tout comprendre, en fait. On peut se dire, comment la Chine peut continuer comme ça, une telle dictature, etc. Et les Chinois sont également très patriotes, ils sont très chauvins de la Chine, entre guillemets, parce que justement, eh bien, il y a une amélioration du niveau de vie. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, donc justement en 2000, il y avait à peu près 100 millions de Chinois qui vivaient correctement. Aujourd'hui, alors ça dépend les chiffres, mais il serait autour entre 600 et 650 millions de Chinois à vivre correctement. C'est-à-dire à peu près comme nous, comme les Européens. Donc c'est quand même assez énorme, cette progression. Alors c'est vrai qu'il reste encore 800 millions de Chinois qui attendent. Justement, ce qui les fait attendre, s'ils ont l'espoir de monter dans le train, de prendre ce train de la richesse, entre guillemets, ou du moins du niveau de vie normal, eh bien ça leur permet d'avaler les couleuvres sur le front de la démocratie, de la liberté de la presse, etc., d'expression. Donc c'est pourquoi ça dure. Le seul moyen de casser ça, si jamais justement la Chine n'a plus 6 à 7% de croissance et qu'elle revient vers une croissance beaucoup plus faible, voire même évidemment une baisse du PIB. Et évidemment, ce n'est pas du tout le cas pour l'instant. Ils continuent comme ça. Donc, tant qu'ils ont cette dynamique de croissance, cette dynamique de développement et surtout, on l'oublie souvent quand même, cette redistribution. Parce que c'est vrai qu'en termes de PIB par habitant, la Chine est toujours un pays extrêmement pauvre finalement. Quand on ramène le PIB chinois par rapport à 1,4 milliard d'habitants, la Chine encore, ils sont autour des 50e mondiaux, donc ils sont encore très loin. Mais comme ça s'améliore d'année en année, eh bien, ça leur permet de tenir. Voilà. Donc, ça, c'est, je pense, le vrai enjeu. Et surtout, dernier point sur la Chine, la R&D, la recherche-développement, l'innovation. Les Chinois sont devenus des champions en termes d'innovation. Et ça, c'est très dangereux pour nous, notamment les Européens, parce que si demain, les Chinois ont aussi l'innovation, qu'est-ce qui va nous rester, nous, pour tirer notre épingle du jeu? D'accord. Et il y a quelques jours, j'écoutais Arnaud de Montebourg qui disait sur la politique chinoise, c'est le seul domaine où je suis d'accord avec Trump. Et vous en pensez quoi? Vous pensez que Trump a eu raison d'avoir de remettre les pendules à l'heure? Après, il est toujours un peu violent, toujours un peu excessif, mais en tout cas d'avoir sifflé la fin de la partie à sa façon. Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison? Ah oui, complètement. D'ailleurs, je l'ai souvent dit, le seul qui a osé s'opposer à la Chine, c'est Trump, il faut être honnête. Alors maintenant, Biden essaye de quand même, ça c'est la surprise du début de Biden, c'est qu'il il commence à être un petit peu virulent avec les Chinois, avec les Russes également. Ça, on ne s'y attendait pas du tout. Moi, très honnêtement, en tout cas en ce qui me concerne, je m'attendais à un discours justement plus conciliant avec la Chine. Et on voit que Biden, finalement, il suit un petit peu Trump. Alors bon, évidemment, c'est moins abrupt, mais bon, alors peut-être, on peut y croire. Je pense qu'en tout cas, les États-Unis, nous, on n'a rien compris encore. Nous, les Européens, on croit que les Chinois, bon bref, c'est des copieurs, ils ne vont rien nous faire. Donc, on n'a pas encore compris l'enjeu, je pense. Les Américains ont très bien compris. Donc, je pense que l'équipe de Biden, même si ce n'est pas la même que celle de Trump, en tout cas, je pense que l'establishment américain, d'un point de vue économique, a très bien compris que c'était la dernière chance pour les États-Unis, justement, de concurrencer la Chine. Parce que s'ils ne les calment pas maintenant, dans une dizaine d'années, les Chinois pourront imposer le yuan comme concurrent du dollar, et là, c'est fini. Là, si le dollar perd son hégémonie en termes de réserve de change mondiale, donc perd tombe de son piédestal en quelque sorte, alors à ce moment-là, les Américains, entre guillemets, vont s'effondrer, et l'Europe, bien sûr, derrière. Donc ça, il faut éviter d'en arriver là. À partir du moment où les Chinois auront le yuan comme réserve de change mondiale, auront la monnaie mondiale, ce n'est pas encore tout de suite, je vous rassure, mais si jamais ça arrive,
ce sera une crise malheureusement extrêmement dramatique, notamment pour les États-Unis et puis bien entendu par ricochet pour nous en Europe. Donc là, je pense que c'est la dernière chance. Si on attend encore 10 ans, ça sera trop tard. Dans 15 ans, les Chinois pourront imposer le yuan dans les transactions mondiales. Et là, ça sera, je pense, un vrai danger, même en termes d'indépendance également, pour nous, les Européens, les Occidentaux au sens large. Donc, je pense que même si Biden n'avait pas dit ça dans sa campagne, il a compris. Ça, c'est la force quand même des dirigeants américains, des présidents américains. Ils sont pragmatiques. C'est-à-dire que même s'ils disent une chose pendant leur campagne et qu'ensuite on leur dit, on leur montre, on leur prouve que finalement il y a un danger, là, ils réagissent. Ce qui malheureusement n'est pas le cas malheureusement chez nous. On voit qu'on prend toujours des décisions dogmatiques malheureusement et très loin du pragmatisme. Est-ce que la perte de l'hégémonie du dollar, ce n'est pas le sens de l'histoire, puisqu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, il représentait 80% des échanges. Aujourd'hui, je crois que c'est 63 ou 64, vous allez me corriger. Alors non, en fait, il y a deux choses. Il y a le poids du dollar dans les transactions mondiales, c'est 50%. 50% des transactions mondiales sont en dollars. Mais attention, le commerce américain, ce n'est que 17% du commerce mondial. Ça veut dire qu'à peu près les 2/3 du commerce en dollars ne sont pas américains. Donc ça, c'est finalement une part qui reste. Donc ça veut dire qu'il y a une demande de dollars, non pas pour le commerce américain, mais juste pour le dollar. Évidemment, on pense aux matières premières, on pense au pétrole, etc., mais également des échanges. Par exemple, nous, les Européens, quand on vend un Airbus, quand on en vend, parce que là, on en vend de moins en moins, mais quand on en vend, on le vend en dollars. Vous voyez, donc pour concurrencer justement Boeing. Mais ça se passe, c'est un produit de la zone euro qui est quand même vendu en dollars. Donc, il y a quand même cette demande mondiale de dollars. Ce qui a un petit peu changé, c'est la part du dollar dans les réserves de change mondiales. Le dollar était à 80% des réserves de change mondiales. Là, on est tombé à 70%. Donc, c'est vrai que on va dire l'hégémonie du dollar, c'est un petit peu, on va dire, affaibli, entre guillemets. Alors, c'est vrai que nous, les Européens, moi-même, j'y ai cru, quand on a créé la zone euro, on s'est dit peut-être que l'euro peut concurrencer le dollar. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé, enfin, en partie, qu'on a créé l'euro. Et malheureusement, comme on n'a toujours pas de zone euro vraiment fiable et qui même risque, à mon avis, d'exploser dans les prochaines années, alors là, évidemment, l'euro ne pourra pas concurrencer le dollar. Donc, à la rigueur, si on a un match euro-dollar, entre guillemets, en termes de réserve de change, ça va encore, parce que bon, on est dans le monde, on va dire, occidental, ce sont des démocraties, finalement, que si on rentre dans le match yuan-dollar, et c'est le yuan qui prend le pas sur le dollar, là, c'est complètement différent, parce que la Chine, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une démocratie. Donc là, on a évidemment un vrai danger, et à partir de là, si effectivement le dollar perd son hégémonie, les Américains, je suis désolé de le dire, deviennent ce que j'appelle entre guillemets un pays émergent. C'est-à-dire qu'ils sont surendettés. Et aujourd'hui, ce qui permet justement de financer leur planche à billets, c'est le poids du dollar. Si demain, ils n'ont plus ce poids effectivement du dollar, leur planche à billets devient extrêmement dangereuse, va générer de l'inflation, etc. Et donc ça, c'est très dangereux. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que j'ai eu beaucoup de questions cette semaine, que j'ai fait une chronique YouTube la semaine dernière, justement pour dire, attention, si la zone euro, c'est vrai, elle risque de disparaître, mais si elle disparaît, ça sera le trou noir, ça sera extrêmement dangereux. Alors on m'a dit, mais non, c'est pas grave, que la Banque de France, elle fera comme la Banque centrale européenne, elle fera de la planche à billets et puis il n'y aura pas d'inflation. N'oublions pas que si aujourd'hui la BCE fait de la planche à billets et qu'il n'y a pas d'inflation, c'est notamment parce qu'il y a toujours une demande mondiale d'euros. Vous voyez que l'euro a quand même une assise internationale. Si demain on reprend le franc français, c'est clair que là, il n'y aura pas de demande internationale du franc. Et peut-être une demande mondiale de francs suisses, certainement, mais pas de francs français. Et donc, c'est là où la planche à billets, elle ne marchera pas. Elle fera de l'inflation, elle fera des dévaluations, ça sera dramatique. Vous voyez, donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la planche à billets ne peut fonctionner que si vous avez une demande internationale de votre devise, si votre devise inspire confiance. Si ce n'est pas le cas, alors là, évidemment, ça peut faire extrêmement mal. Et donc, si demain, le dollar n'est plus, pour revenir sur votre question, n'est plus le benchmark, la référence des échanges internationaux, et bien là, les Américains ne pourront plus faire leur planche à billets comme ça, de façon, je dirais, presque éhontée. C'est vrai que c'est un petit peu excessif. Et donc, ils perdront également leur suprématie économique. Il restera peut-être la suprématie militaire, mais bon, alors là, évidemment, espérons qu'on n'ira pas jusque-là. Mais vous voyez, c'est très dangereux tout ça. C'est-à-dire qu'on a les enjeux économiques, financiers, qui après, si les Américains ne sont plus maîtres du monde, entre guillemets, grâce à leur dollar, alors là, et ne croyez pas que nous, on fera mieux qu'eux, parce qu'on sera évidemment, encore une fois, le dindon de la farce, comme d'habitude. Et à plusieurs reprises, quand vous intervenez dans notre émission, vous parlez de ce risque d'éclatement ou de cette possibilité d'éclatement de la zone euro. Donc là, j'ai une question très précise à vous poser. C'est de l'ordre
du cauchemar, donc c'est-à-dire un peu du fantasme, de l'irréel et de l'émotionnel, ou alors c'est de l'ordre de la crainte construite d'un économiste qui voit les chiffres, qui compte, qui calcule et qui se dit que peut-être que… J'ai envie de dire les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que, effectivement, oui, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que, je veux dire, si l'euro disparaît demain, je veux dire, il faut juste se souvenir quand on est passé du franc à l'euro, par exemple. Hein, rappelez-vous, on a dû mettre 3 ans avant d'adapter les systèmes informatiques des banques, etc. Après, il a fait encore 3 ans pour introduire les pièces et les billets. Si on fait le chemin inverse, alors je réponds de rien, parce que souvent on compare le Frexit avec le Brexit. Le Brexit n'a rien à voir. Le Brexit, les Anglais avaient la livre sterling, ils l'ont gardée. Donc il y a peu de changement de monnaie. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Il y a peu de changement de marché obligataire, marché monétaire. Là, si on change de monnaie, tout change, bien entendu. Donc c'est vrai que ça serait un cauchemar. Il y aurait notamment beaucoup d'inflation, beaucoup de dangers en termes de crédibilité. La dette publique qui flambe, elle serait évidemment extrêmement dangereuse. Mais par contre, ce n'est pas du tout… je dirais, quelque chose qui est impossible. Je pense qu'il y a beaucoup d'économistes, justement, qui font une erreur lorsqu'ils disent que c'est impossible. Parce que en disant ça, justement, finalement, on est en train de montrer que tous ceux qui défendent, justement, à la fin de la zone euro, ça n'a pas de sens. Non, moi, je dis qu'au contraire, il faut dire c'est possible et dire où ça va nous amener. C'est tout à fait possible. Rappelez-vous, il y a quelques années, hein, c'était en 2015, quand Alexis Tsipras, en Grèce, a été élu sur un programme de sortie de la Grèce de la zone euro. Quelques années plus tôt, en 2010-2012, on pensait que la Grèce allait quitter la zone euro. D'ailleurs, à l'époque, les taux d'intérêt de la dette grecque étaient montés à 35%, taux 10 ans. Parce qu'on croyait que la Grèce… Vous voyez, en 2018, pas très loin, en Italie, on a un gouvernement europhobe qui a tout simplement annoncé, alors ils ne l'ont pas fait, mais ils avaient annoncé, c'était dans le programme, que la dette publique italienne détenue par la BCE allait être annulée. Allez sortir du calcul de dette. Oui, bon. Alors, évidemment, depuis, ils se sont un petit peu calmés parce que là aussi, on le voit même dans cette pandémie. Heureusement que la BCE est là. Si la BCE n'était pas là, je peux vous dire que les taux d'intérêt ne seraient pas à zéro. Hein. Le taux d'intérêt de la dette publique ne serait pas à zéro. Il serait beaucoup plus élevé. Hein. Et donc, c'est ça qui, effectivement, fait qu'en sorte, malheureusement, c'est possible. Je pense que, néanmoins, c'est vrai, quand on écoute, alors après, on verra bien, mais quand on écoute les dirigeants, même des partis extrémistes, si vous voulez, par exemple en France, ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils ne parlent plus trop de la fin de la zone euro. On vous dit, oui, enfin, il y aura une zone euro à plusieurs vitesses, etc. Donc voilà. Moi, je pense que néanmoins, ça, et je pense que la probabilité, elle est d'au moins 60%. Alors, ce n'est pas un calcul mathématique, hein, c'est évidemment un calcul, on va dire, d'économiste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une probabilité d'au moins 60% que la zone euro, telle qu'elle est aujourd'hui, n'existera plus dans 10-15 ans. Ça peut dire qu'elle aura disparu. Ça veut dire qu'elle sera différente. On ne sera plus à 19 pays. Je pense que, et ça, c'est pourquoi, encore une fois, je reviens souvent sur cette date qui me paraît essentielle, qui est septembre 2021, avec les élections législatives en Allemagne. On ne se rend pas compte parce qu'en France, on ne parle pas trop de ce qui se passe en Allemagne. Moi, j'y vais de temps en temps et je peux vous dire qu'il y a quand même un mouvement justement aujourd'hui en Allemagne qui est de dire, bon, il faut qu'on repense complètement le fonctionnement de la zone euro. Donc moi, je pense que ça, c'est très important et on va devoir dire, voilà, ceux qui veulent rester dans la zone euro, ce que j'appelle zone euro premium, entre guillemets, mais il faudra respecter les règles. Si vous ne voulez pas rester dans la zone euro premium, vous ne voulez pas respecter les règles, ben là, il faudra faire une zone euro, entre guillemets, bis, où vous aurez une dépréciation du taux de change, mais vous n'aurez pas les mêmes avantages qu'avec la Banque Centrale Européenne, etc. Vous voyez, donc, voilà. C'est ça, aujourd'hui, qui peut se dessiner pour les années à venir, mais j'ai du mal, malheureusement, ou alors, après, il y a l'autre scénario, mais qui n'est plus du tout au bout du jour, qui est de dire on va avoir une zone euro fédérale, avec un budget fédéral, un président de la zone euro, etc. Ça, on y a cru un temps, mais là, ça s'éloigne de plus en plus. Donc voilà, ça serait ce qu'on appelle une zone monétaire optimale. Ça serait, entre guillemets, l'idéal. Mais politiquement, ça me paraît extrêmement compliqué. Donc voilà, donc j'ai du mal à voir cette zone euro comme elle est aujourd'hui, perdurer comme ça. Encore une fois, j'espère qu'on évitera tout ça, bien sûr, que la France restera dans la zone euro. Mais bon, tout le problème est de savoir, encore une fois, il y a 19 pays qui ne sont pas du tout d'accord. Et c'est vrai que cette pandémie, on voit comment, au niveau des vaccins, comment ça a été géré. Enfin, il ne faut quand même pas oublier que le président de la France, il a quand même dit qu'il en voulait à l'Europe, de la gestion des vaccins. C'est parce que c'est ça aussi le problème qu'on a en France notamment, c'est qu'on n'arrête pas de dire que dès qu'il y a un problème, c'est à cause de l'Europe. Après, comment voulez-vous que les Français, ils aiment l'Europe? Donc, et ça, c'est pas que Macron, hein, ça fait des années que ça dure. Tu vois qu'il faire des efforts, dire c'est pas nous, c'est à cause de l'Europe. Ben oui, mais bon. Et donc, c'est vrai que l'Europe est devenue une sorte de caricature d'elle-même, avec énormément de bureaucratie.
ils ont peu d'efficacité. On l'a vu pendant ces vaccins. Hein. Je rappelle que le vaccin Pfizer, donc BioNTech à la base, c'est un laboratoire allemand. Et donc, on aurait dû avoir ce vaccin européen. Puis finalement, on ne l'a pas eu. Et donc, c'est aussi un échec de l'Europe. Il faut être honnête, il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que tout ça, à mon avis, va laisser des traces. Hein, et donc, ça peut malheureusement peser sur l'existence même de la zone euro. J'espère qu'on évitera évidemment tout ça, mais il faut quand même, mieux vaut, entre guillemets, se faire peur pour éviter d'en arriver là, que de dire, mais non, ça n'a aucune chance de se produire. Et évidemment, quand ça se produira, là, on sera bien malvenu. Ok, alors comme d'habitude, on a pris beaucoup de temps. On essaye en 2-3 minutes un petit panorama. S'il y a eu des nouvelles importantes, intéressantes, des choses qui vous ont marqué, que ce soit ici ou ailleurs. Oui. Alors justement, il y a eu en fait, les grosses nouvelles, ça vient encore des États-Unis. On a vraiment une croissance américaine qui redémarre de façon incroyable. Encore des créations d'emplois qui sont très dynamiques aux États-Unis, le taux de chômage qui baisse, on est à 6%. Les indicateurs avancés qui viennent de sortir là encore aujourd'hui dans les services aux États-Unis qui montrent que c'est incroyable, quoi. Ils vont retrouver peut-être 3-4% de croissance dès le premier trimestre en glissement annuel, donc c'est quand même extrêmement bon. Alors que nous, je vous rappelle, nous dans la zone euro, on est toujours en récession malheureusement, avec évidemment les confinements, ça ne va pas arranger les choses. Et donc voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et bien sûr, le problème c'est que Biden, là, à mon avis, il est en train de faire une erreur, il est en train de rajouter ça, il fait une politique qu'on appelle procyclique. C'est-à-dire que ça va bien, mais il fait quand même son plan de relance de 1 900 milliards de dollars, qui va évidemment rajouter, je dirais, de l'essence dans le moteur, qui risque de noyer le moteur. Et donc, conséquence de ça, les taux d'intérêt des obligations d'État, ça flambe. Donc, quand les taux d'intérêt des obligations d'État augmentent, ça risque de freiner la reprise. Ça, je pense, c'est les deux nouvelles. C'est-à-dire que les États-Unis vont mieux, mais comme les taux d'intérêt à long terme commencent à augmenter, ça risque de freiner un petit peu la reprise. Alors, évidemment, si on a une répercussion chez nous sur la hausse des taux d'intérêt et des obligations d'État, alors comme on dit, on n'a pas de reprise, évidemment, ça risque d'être un petit peu douloureux. Mais ça, bon, ce n'est pas une surprise. On se dit, oh là là, les taux remontent. Mais c'est évident que les taux remontent. Alors, on a plus de croissance, on a plus d'inflation, et on en parlera peut-être dans 15 jours, les chiffres seront sortis. Je pense que l'inflation américaine va encore fortement augmenter pour les mois de mars. On aura les chiffres la semaine prochaine, cette semaine, la semaine d'après. Et donc, ça, les marchés, ils rêvent. C'est-à-dire, ils disent, non, mais le prix du baril flambe, le prix des matières premières flambe, mais il n'y aura pas d'inflation. Ah oui, il y aura de l'inflation. Donc là, la réserve fédérale américaine, elle va être bloquée. Quand l'inflation sera à 3%, elle va avoir du mal à maintenir son intérêt à 0%. On va maintenir la planche à billets. Donc là, ça va être une période compliquée à gérer. Mais Biden, on en reparlera. Biden n'a-t-il pas raison de faire ce deuxième plan, même si on a pu critiquer le premier plan ici, mais ce deuxième plan, toute personne qui était aux États-Unis s'est rendu compte que ces infrastructures, elles sont désuètes. Des fois, on a même envie de dire c'est honteux pour les États-Unis. Mais quand on voit que ce soit leur parc-mètre, que ce soit leur machine à voter qui avait fait scandale, que ce soit leur route, que ce soit leur réseau ferroviaire. Donc là, ce n'est pas de l'argent qui va être jeté pour faire tourner la machine un peu à vide. Je sais que Keynes disait que même si on construit un pont de nulle part à nulle part, on fait tourner la machine quand même. Mais là, le pont, il ne va pas aller de nulle part à nulle part. Et ce sera des infrastructures dont les États-Unis ont besoin. Et ils ont surtout besoin qu'on les rénove. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais encore une fois, le problème, c'est que ce n'était pas forcément le moment maintenant, parce que ça va bien. Autant sortir de la crise. Et puis, quand il y aura un petit coup de croissance, là, on fait le plan de relance. Et l'économie, c'est cyclique. Donc, quand on en a besoin, il faut le faire. Là, le problème, c'est que ça va déjà bien. Et on va rajouter effectivement sur ça. Et après, tout le problème, c'est un cas classique de théorie économique, justement de théorie keynésienne, c'est comment on finance ce plan de relance. Et donc, on le finance là avec le déficit public ou la dette publique, mais elle est déjà énorme. Donc, Biden l'a dit, il va le financer en augmentant les impôts. Alors certes, il faudra gagner plus de 400 000 $ par an pour payer plus d'impôts, mais la facture sera quand même là. Et puis surtout, il va augmenter l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que ce que vous allez gagner d'un côté, en termes d'augmentation des dépenses, je suis d'accord sur les infrastructures, etc., mais vous allez le payer par une hausse des impôts. Donc, ce qui va freiner effectivement la croissance. Et les Américains ont horreur de la hausse des impôts. Et donc ça va également limiter la reprise. Donc, c'est en ça que je dis aujourd'hui, je pense que ce n'était pas le moment. C'est un problème de timing. Ça va bien. On aurait pu attendre un petit peu, déjà de sortir de cette pandémie, voir un petit peu plus clair. Et puis, si jamais, quand la croissance repart un petit peu à la baisse, à ce moment-là, on fait le plan de relance. Donc, c'est trop facile, si vous voulez, de le lâcher comme
ça les trillions de dollars, hein, donc 1900 milliards de dollars, alors qu'on a déjà effectivement un plan de relance de la Réserve fédérale. Le bilan de la Réserve fédérale américaine, il a explosé de plus de 4000 milliards dernièrement de dollars. On rajoute encore. C'est dangereux, c'est-à-dire c'est vraiment une fuite en avant. Donc, ce n'est pas ce qu'on attend d'un dirigeant. Est-ce que dire, le dirigeant, il doit prendre le temps. Mais il n'y a pas que lui qui fait cette erreur. On fait la même en Europe. Sauf que nous, on n'est toujours pas en croissance forte. Ce qui compte, c'est qu'effectivement, les Américains retrouvent la croissance forte. À partir de là, bon, tout ira bien. Mais si jamais cette croissance forte ne redémarre pas, si, admettons, dans un an, on voit que la croissance américaine s'effondre, qu'est-ce qu'il va faire Biden ? Il aura déjà fait son plan de relance. Vous voyez ? Donc, voilà, c'est un problème, je pense, plus de timing, comme on dit, de fine-tuning en anglais, de réglage fin. C'est pas quand ça va très mal, comme il y a un an, auquel je comprends. Là, ça va un peu mieux, donc il fallait un petit peu attendre. Et je pense que c'est une erreur de stratégie et de timing économique. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Marc. Merci pour Avec ce plaisir. partage de savoir. Merci pour toutes ces idées. Et puis, espérons que l'Europe, ça reste de l'ordre du cauchemar et pas de la réalité. Espérons. Qu'on va vacciner tout le monde et qu'on va sortir de tout ça, quoi. Qu'on va pouvoir aller au restaurant comme à Lisbonne. Voilà. Ça, c'était la bonne nouvelle. C'est la vraie bonne nouvelle, ça. Voilà, Et maintenant, au tour de notre boulanger préféré qui va nous parler de la baguette. La baguette française est officiellement candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Bernard. Comment allez-vous, Julien? Ça va super, la vie reprend ses droits. Je suis dans un embouteillage énorme, donc ça veut dire que voilà, l'activité reprend. Donc, avec ses bons côtés, ses moins bons côtés. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Alors, c'est quoi exactement cette histoire de baguette au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est une très bonne nouvelle puisque la France a choisi de présenter la baguette. Vous savez que c'est un concours qui se fait quelques fois et chaque pays présente un peu son produit. Donc la France a hésité pendant longtemps entre la baguette et les toits de Paris. Et moi, je suis très heureux que ce soit la baguette, qui est un savoir ancestral qui a été conservé par des boulangers, par des artisans boulangers en France. On est un des rares pays qui a conservé un vrai artisanat dans le pain. Et donc, moi, je suis très heureux qu'il soit mis en valeur comme ça par le gouvernement français. Alors, chaque pays présente que un produit, c'est-à-dire que la France n'a présenté que la baguette, ou chaque pays présente plusieurs produits dans plusieurs domaines, des concepts ou des choses comme ça. On avait un seul produit à présenter ou on n'était plus là? Oui, c'est un seul produit. Il y avait trois shortlistés par la France et ils ont choisi la baguette. Il y avait les toits de Paris et puis il y avait une fête particulière dont je me souviens plus du nom. Mais donc là, il y a une shortlist. Chaque corporation présente un dossier. Et le pays décide le dossier qui va porter au niveau de l'UNESCO. D'accord. Et alors, donc le process, si j'ai bien compris, ça va mettre un peu plus d'un an. Et dans un peu plus d'un an, on saura si la baguette a été acceptée ou pas. C'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est en octobre 2022 que l'on aura le résultat final. D'accord. D'abord, c'est la première nourriture qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, ou il y a d'autres aliments qui y sont déjà? Non, il y a déjà d'autres spécialités qui ont été mises au patrimoine, mais par contre, c'est la première en boulangerie à la française. D'accord, ça va être la première fois qu'un pain, quel qu'il soit, le pain au chocolat, ça n'y est pas, une pâtisserie, un gâteau, tout ça, ça n'y est pas. Donc, ça va être la première fois qu'un pain va y aller. Et vous êtes d'accord avec ce concept de la baguette, comme quoi c'est la baguette qui représente le pain à la française? Ah oui, je pense que c'est le digne représentant du savoir-faire français. Alors, la France a une richesse, un patrimoine en boulangerie qui est incroyable. Encore une fois, la France a conservé l'artisanat en boulangerie, ce qui n'est pas le cas des autres pays, notamment le Portugal qui nous accueille.
est un pays qui a beaucoup industrialisé sa production de pain, d'ailleurs qui a été poussé par… vous m'entendez encore? Oui, on vous entend, on vous entend. Il y a eu un petit blanc de quelques secondes, mais on vous entend. Donc, le Salazar, au moment de la dictature, a incité les boulangers à se mettre en coopérative pour permettre de maintenir le prix du pain bas. Et donc, c'est ce qui a causé la perte du pain portugais. Et qui a donc beaucoup de recettes se sont perdues. Alors aujourd'hui, il y a un renouveau sur le marché portugais, mais la France a conservé depuis toujours le principe artisanal. Et ça a été même mis, il y a même une loi qui oblige chaque boulangerie, pour s'appeler boulangerie, il faut qu'elle pétrisse et qu'elle cuise sur place. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les boulangeries en France, c'est des petits fournils à tous les coins de rue. Donc, il y a une vraie compétence. Et la baguette est le symbole du pain à la française. C'est un produit qui est extrêmement complexe à bien faire. Donc, il y a un vrai savoir-faire. Un vrai savoir-faire. Alors ça c'est une bonne idée. Alors, juste un petit peu pour rebondir et répondre à ce que vous disiez, le nombre de boulangeries artisanales en France, qui s'est lui aussi effondré. En 50 ans, on a perdu 35% de nos boulangeries. Ouais, malheureusement, il y a une vraie difficulté en France. La grande distribution n'a pas fait de bien au métier de la boulangerie. Et Eric Kayser est l'un de ceux qui, il y a une vingtaine d'années, a repris le flambeau de la boulangerie à l'ancienne, qui fait la part belle à la fermentation lente, au levain, à tous ces principes de qualité qui font le pain français un pain unique. Quand vous êtes venu à Lisbonne, ou quand vous avez décidé de créer cette société cette boulangerie, en fin de compte, cette grande boulangerie qui maintenant est bien connue à Lisbonne et au-delà, dans d'autres villes du Portugal, vous aviez déjà ce sentiment de participer au patrimoine de la France, ou c'était plus une histoire entrepreneuriale et vous cherchiez un domaine dans lequel vous pouviez juste vous réaliser sur ce plan-là? Il y a eu deux éléments forts. Le premier, j'avais déjà vécu au Portugal et l'une des choses qui m'avait le plus manqué au Portugal, c'était le pain à la française. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais envie j'adore le Portugal, j'ai toujours été très bien accueilli par les Portugais, mais je suis très français, j'ai des racines qui sont fortes. Et j'avais envie de faire quelque chose qui faisait un lien entre ma culture, mes origines et mon pays d'accueil. Et je trouve que la nourriture est un excellent lien entre les cultures. Et le pain les Portugais adorent le pain, et donc ça me faisait plaisir d'apporter une compétence particulière au Portugal, en sachant que nous fabriquons tout sur place, tout est fabriqué au Portugal. Donc on a formé des équipes de boulangers portugais à notre savoir-faire français. Donc, les baguettes qui sont vendues dans nos magasins sont fabriquées par des boulangers portugais au Portugal. Alors, la baguette, elle est apparue à Paris. C'est une création parisienne. Souvent, on critique Paris et on dit que Paris a capté la province. Mais là, la baguette, elle est apparue à Paris au début du XXe siècle. Aujourd'hui, la baguette, elle est présente sur tout le territoire français, ou il y a encore quelques régions de France où on ne la trouve pas, ou alors elle est très peu vendue? Ou c'est vraiment français? C'est un produit qui aujourd'hui est sur l'ensemble du territoire français et même à l'international. C'est un produit que l'on retrouve partout dans le monde, qui a pris une place importante. C'est un produit qui se mange facilement, c'est un produit qui se coupe facilement. D'ailleurs, alors il y a deux origines à la baguette qui sont discutées par les historiens. Il y a la première qui dit que c'est pendant les conquêtes napoléoniennes, les boulangers de Napoléon ont fait un pain qui rentrait bien dans la besace du soldat. Et puis la seconde, qui est, à mon avis, celle à laquelle vous faites référence, qui est dans les carrières parisiennes,
on a voulu faire un pain qui ne nécessite pas de couteau pour éviter que les gens emportent des couteaux dans les carrières et qu'il y ait des rixes entre les ouvriers. Donc, on avait fait un pain qui se rompait à la main. D'accord. OK. Et est-ce que vous pensez que si jamais l'UNESCO accepte de mettre la baguette au patrimoine mondial, ça donnera une forme de nouvelle dynamique à la boulangerie française? Alors, oui, clairement. La boulangerie française aujourd'hui est connue et développée à l'international. C'est un savoir-faire qui s'exporte bien et qui, je trouve, représente bien, comme le vin, comme le fromage, le savoir-faire gastronomique de la France. Et je pense que le fait d'avoir cette distinction, ça va aussi permettre de travailler sur la qualité de ce produit, puisque malheureusement, une partie s'est industrialisée. On ne trouve pas que des bonnes baguettes, à mon grand regret. Et je pense que ça a poussé à mettre des normes sur la qualité des baguettes. Pour qu'un produit s'appelle baguette, il faut qu'il y ait un certain nombre de qualités. C'est ce qui a été fait d'ailleurs en France avec la baguette de tradition. OK. Alors, juste en une minute, parce que ce n'est pas tout à fait le sujet de notre émission, mais on va quand même en profiter. Et il y a quelques jours, vous avez annoncé votre candidature aux élections des conseillers consulaires au Portugal. Et dans votre profession de foi, vous parlez d'une maison française, d'un lieu de la France, d'un lieu de la francité. Et est-ce que vous trouvez que tout ça se rejoint avec cette baguette patrimoine, ce lieu de la France? C'est un peu ça votre envie, c'est un peu ça votre ADN, de construire tout ça ensemble et de faire monter la France vers le haut comme la baguette s'est imposée dans le monde ou s'imposera dans le monde? Alors, c'est la Casa France, puisque le nom officiel, c'est Casa France. Casa parce qu'on est au Portugal et France parce que c'est notre pays. C'est une idée qui a émergé l'année dernière pendant le premier confinement. Vous vous en rappelez peut-être, on avait créé Cap vers l'entraide, qui est un mouvement d'appui, de solidarité entre les Français pendant cette pandémie. Et tout ça nous a bien montré que il y avait au sein de la communauté une volonté de se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir se croiser, parce que finalement, comme dans toutes les communautés, c'est un petit peu segmenté, et puis chacun est dans son couloir, et pourtant, ils ont envie de rencontrer d'autres gens, avec des personnes d'une autre génération, ou des personnes d'autres types de professions. Donc, l'idée de la Casa France, c'est en fait donner un toit, créer un toit à cette communauté. Et notre ambition, l'ambition que l'on a, c'est de créer ou de développer une communauté un petit peu d'exception et de devenir une référence des communautés françaises à l'étranger. On voudrait que la communauté de France au Portugal, qui bénéficie d'un environnement qui est exceptionnel, qui est très riche de diversité, très intéressante, avec beaucoup à la fois des gens qui sont arrivés il y a longtemps, des gens qui sont arrivés plus récemment, avec des retraités, des entrepreneurs, des profs. Il y a une diversité dans cette communauté qui nous semble super intéressante. Et on se dit, notre conviction, c'est de se dire que si on arrivait à faire avancer ensemble cette communauté et la faire se croiser plus régulièrement au sein de cette Casa France, on arrivera à permettre à nos jeunes d'avoir une éducation plus complète et plus diverse. On pourra arriver à s'occuper mieux de nos anciens, on pourra aider mieux nos entrepreneurs à développer leurs affaires. Enfin, c'est vraiment un projet de la communauté pour la communauté. OK. Merci beaucoup, Julien. On va vous souhaiter bonne chance. Merci, on va souhaiter Bernard. tous ensemble bonne chance à la baguette. On va vous souhaiter bonne chance pour ces élections. Et puis, vous reviendrez nous voir régulièrement pour nous tenir au courant de l'avancée du dossier et peut-être de la victoire de la baguette. Et baguette à la main, on ira fêter ça en chantant comme il se doit pour nous. Merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. À très Merci, bientôt. Bernard. Portez-vous bien.
C'est maintenant au tour de Nicole. Nicole du comptoir parisien à Belém. Donc, comme je vous l'ai dit dans mon introduction, soutien sans faille et sans condition à nos restaurateurs qui réouvrent. Ce sera bientôt le tour en France et on fera la même chose. On fera venir quelques restaurateurs français pour redonner un petit coup d'éclairage, un petit coup de pouce, un petit coup de bravo, un petit coup de je t'aime, un petit coup de je ne sais pas trop quoi. Donc, Nicole, comment s'est passée cette première en vérité, puisque ça faisait 2 mois que vous étiez fermé? 3 mois. 3 mois. Janvier, février, mars. Oh là 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 là. Et comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé. Un peu stressé parce qu'en fait, on perd un petit peu l'habitude de travailler. Mais du fait qu'on ait une superbe terrasse, on a eu beaucoup de monde. Alors déjà, vous avez joué à guichet fermé? Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Il restait quelques places. C'est-à-dire qu'on aurait pu renouveler. Donc, du coup, les gens, on les a laissés prendre leur temps. Non, c'était super. Le temps s'y est prêté. C'était très bien. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de Français qui ont vraiment joué le jeu, quoi. C'était appréciable. Donc là, c'est parti. C'est ouvert toute la semaine, tous les midis. Alors là, c'est ouvert tous les midis, jusque vendredi. Parce qu'en fait, samedi, dimanche, le problème, c'est que nous sommes obligés de fermer à 13h. Honnêtement, pas trop d'intérêt d'ouvrir. On avait essayé là, pendant les vacances de Noël, et en fait, les gens se lèvent tard. C'est trop court. C'est trop court. Et après, forcément, on est obligé de les stresser pour qu'à 13h, ils soient effectivement partis, parce qu'il y a quand même des contrôles et les amendes risquent d'être grosses quand même. Donc voilà, on s'est dit, il reste, je crois, 2 week-ends, puisqu'on peut, à partir du 19 avril, réouvrir. Les week-ends. Donc, on se dit, voilà, on se garde ces 2 week-ends tranquilles, on ne fait rien, et puis ça nous fera 2 week-ends de vacances en plus. Voilà. Et pour le soir, vous allez réouvrir le soir? Alors, le soir, oui. Alors, l'idée, dans un premier temps, vu que on ne fonctionne qu'avec la terrasse, on s'est dit que le soir, ça va dépendre du temps, même si on a des chauffages. Maintenant, sur réservation, nous allons fonctionner le soir. Par exemple, demain soir, on a une table de 9. Donc, demain soir, c'est ouvert? Oui, Bernard. Voilà, c'est par ça qu'il fallait commencer. Voilà. Ce qu'on se dit, c'est que j'ai prévenu les clients en disant qu'effectivement, c'est sur la terrasse, donc ils sont tous au courant, il n'y a pas de souci. Donc, demain soir, nous sommes ouverts. Logiquement, on s'était dit lundi, mardi, mercredi, jusqu'au 19 avril, on ferme le lundi, mardi, mercredi et on réouvre jeudi, vendredi. Mais bon, on va y aller un petit peu à tâtons. Voilà, en se disant, s'il y a des réservations, parce qu'il fait quand même frais le soir. On mettra les blousons, voilà. On va mettre les plaids et les blousons. Chauffage, voilà. Donc, effectivement, sur réservation, nous ouvrons le soir. Ok. Bon, écoutez, c'est superbe. Vous viendrez nous raconter dans une semaine, dans 15 jours, comment ça se passe. Parce que là, il y a l'effet d'ouverture quand même, il y a l'effet de nouveauté. Donc, j'espère que ce qu'on a eu aujourd'hui, ça va durer dans le temps. On va avoir un petit peu de monde tous les jours. Et donc, on rappelle pour les auditeurs, donc comptoir parisien à Belém, c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert tous les jours, donc sauf samedi, dimanche, jusqu'au 19 avril. Et le soir, sur réservation. Voilà. Ok, merci beaucoup Nicole. Merci. À très bientôt. Occupez-vous bien de votre restaurant, bien de vos clients et on vous aime. À très bientôt. Comme d'habitude. Maintenant, c'est à nouveau au tour de David et Maël. David et Maël, vous êtes avec moi? Oui. Ok. Donc, Maël, vous allez nous parler, nous allons parler un petit peu tous ensemble du compte titre, de l'assurance vie et du contrat de capitalisation. Parfait, c'est parti. Alors, c'est vrai que moi, on me dit souvent que l'assurance vie, elle est désormais pas plus avantageuse que le compte titre, hein, et notamment depuis la flat tax d'Emmanuel Macron depuis 2017. Et j'ai envie de dire, c'est encore une nouvelle fois une idée reçue. Tout comme on me disait avant cela qu'il ne fallait pas racheter son contrat avant 8 ans, alors qu'au final, à l'époque déjà, le taux diminuait beaucoup mais, dans le temps. Mais c'est vrai que l'assiette, pour le coup, elle était bien moins importante également au début. Donc, c'était également une idée reçue. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est un sujet assez vaste. On va essayer de le faire rapidement. On va essayer de vous présenter un petit peu les avantages de chaque type de placement et on va essayer d'être assez objectif. Parce que moi, je suis assureur, donc je vais essayer de vous présenter ça en totale objectivité. D'ailleurs, pour commencer, on va commencer directement avec l'assurance vie.
l'assurance vie en général, ces messieurs de la financière Galilée ont bien abordé le sujet du Luxembourg. Moi, je travaille pour une compagnie luxembourgeoise. On va essayer de parler d'assurance vie en général. On fera un petit focus, si vous le souhaitez, sur le Luxembourg à la fin. Les avantages du contrat d'assurance vie, en résumé, comme tout le monde le sait, d'abord, c'est un avantage successoral, l'assurance vie. Historiquement, ça a été créé pour ça. Vous avez un âge charnière avant 70 ans, après 70 ans. Avant 70 ans, vous avez un avantage sur le capital et sur les intérêts. Après 70 ans, pour les versements après 70 ans, c'est un avantage que sur les intérêts. Pour casser cette idée reçue que l'assurance vie elle est plus intéressante par rapport à la loi Macron, il faut bien avoir à l'esprit que l'assurance vie, c'est avant tout également une enveloppe de capitalisation. On peut faire autant de mouvements qu'on veut à l'intérieur, acheter et vendre des titres. On peut générer autant de value qu'on le souhaite. Elles ne seront pas soumises à fiscalité tant qu'on ne procède pas à un rachat. Après, un point un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle le tax reclaim. Alors, vous savez que quand vous achetez un titre d'un autre pays, il y a une retenue à la source par ce pays. Alors, c'est vrai que les assureurs sont bien équipés pour faire jouer les conventions entre les différents pays pour aller chercher justement les meilleurs taux et donc le client soit le moins pénalisé. Et donc, comme je le disais en introduction, l'assiette de calcul au moment du rachat. Pour moi, l'assurance vie, c'est toujours hyper avantageux par rapport à un compte titre, puisque l'assiette de calcul est complètement différente. Quand vous avez un titre, je vais prendre un exemple chiffré d'ailleurs. Vous avez un compte titre de 3 millions d'euros. Vous avez une obligation dans ce compte titre qui distribue un coupon de 10% par an. Donc, vous allez générer 300 000 euros de coupons. Si on applique la flat tax dans un compte titre, vous êtes soumis à 30% et donc vous allez payer 90 000 euros d'impôts. Si je fais le même exercice dans un contrat d'assurance vie, on va appliquer une formule de calcul qui est assez complexe, mais qui est prévue dans le Code des assurances en France. Et en gros, je résume, par magie, c'est 30 000 euros le produit imposable. Et donc, avec une flat tax à 30%, eh ben, ça fait 9 000 euros d'impôt. Donc, 9 000 euros versus 90 000 euros. On voit bien que l'assurance vie, ça reste quand même encore extrêmement avantageux par rapport au compte titre de ce point de vue fiscal. Avant de parler peut-être du contrat de capitalisation, Bernard, vous avez peut-être des questions sur l'assurance vie? Alors, oui, mais l'assurance vie, ça veut aussi dire un petit peu de frais en plus. Parce que quand on compare le compte titre avec l'assurance vie, régulièrement, l'assurance vie, il y a un peu plus de frais. Donc, j'ai un petit peu regardé pour échanger avec vous. Et on va dire que globalement, allez, il y a beaucoup d'exceptions et ça peut bien entendu varier. Mais globalement, une assurance vie coûte 0,50 de plus par an qu'un compte titre. Ouais, ça dépend. Oui, ça coûte un peu plus cher, clairement. Mais je pense que le ratio avantage versus coût, il plaide nettement en faveur de l'assurance vie. Et d'ailleurs, je vais me permettre de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure avec ces messieurs de la financière Galilée. Imaginons le principe du contrat d'assurance vie auprès d'un assureur luxembourgeois avec un dépôt en Suisse. Et donc, si je compare ça avec un compte titre déposé en Suisse, parce que les clients veulent également un dépôt en Suisse, l'assurance vie, elle est rentabilisée immédiatement. Puisqu'en Suisse, vous avez un droit de timbre, ce qu'on appelle un timbre fédéral. À chaque fois que vous achetez un titre, vous êtes taxé à 0,15% à l'achat. À chaque fois que vous vendez un titre, vous êtes taxé à 0,15% à la vente. Quand vous êtes dans le cadre d'une assurance vie, vous n'avez plus cette taxe. Donc, vous voyez que ça annule complètement le coût de l'assurance vie. Parce qu'il suffit de faire quelques mouvements pour que l'assurance vie soit assez avantageuse. Si je compare maintenant avec un compte titre français, ça dépend en fait de votre objectif. Si vous achetez des titres, vous achetez 3 titres et vous les gardez toute votre vie, bien évidemment, d'un point de vue court-termiste, ça va vous coûter moins cher d'avoir un compte titre. Par contre, au moment du décès, bien évidemment, les avantages de l'assurance vie vont rentabiliser immédiatement le placement. Si par contre, vous faites tourner votre portefeuille, on va tout de suite se rendre compte que le contrat d'assurance vie, l'effet de capitalisation via cette enveloppe de capitalisation va générer aucun impôt et donc vous allez très vite amortir et rentabiliser votre assurance vie. Après, j'ai une autre question aussi. Par définition, dans un compte titre, on peut mettre tous les titres, alors que dans un contrat d'assurance vie, on va avoir 2 limites. On va avoir une limite. D'abord, c'est la limite de la compagnie d'assurance qui va décider ce qu'elle accepte, ce qu'elle n'accepte pas, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Mais on va aussi avoir une limite de la loi, puisque suivant les pays, les lois vont dire, voilà, dans les contrats d'assurance vie, chez nous, on n'a pas le droit d'avoir ça. D'autres pays vont dire, chez nous, on n'a pas le droit d'avoir ça. Après, si je reviens à ce que disait la financière de Galilée avec cette tripartie entre une société de gestion, une banque dépositaire et un assureur, les sociétés de gestion sont réglementées. Certaines ont le droit de faire certaines choses, d'autres n'ont pas le droit de faire certaines choses.
il y a quand même une lourdeur et un carcan qui va jouer, qui va s'imposer, qui fait qu'à mon avis, le compte titre a plus de flexibilité. Alors là, je ne peux que vous rejoindre. C'est sûr que le compte titre est plus souple que l'assurance vie. Après, c'est là où il faut faire le distinguo entre deux types d'assurance vie. L'assurance vie française, avec une liste prédéfinie de sous-jacents éligibles, avec un régulateur qui ne fait pas le distinguo entre un client qui a 40 000 euros et un client qui a 400 millions d'euros de patrimoine, et donc le Luxembourg, où au Luxembourg, je trouve que les assureurs sont plus pragmatiques et l'État surtout est plus pragmatique, puisque la souplesse en termes de gestion, elle va dépendre finalement du montant investi dans le contrat et du patrimoine du client. Alors pour des patrimoines, je veux dire, relativement conséquents, puisqu'à partir de 250 000 euros d'investissement dans le contrat et 1 250 000 euros de patrimoine financier, c'est vrai que là, pour le coup, les contraintes, elles sont quand même assez limitées. On peut faire beaucoup de choses, hein. On peut faire tout type d'actifs liquides, donc c'est des actions, des obligations, des trackers, des certificats. On peut aller sur du non-coté, donc de l'illiquide ou à liquidité réduite. Donc on peut quasiment tout faire. On peut gérer en multidevise. Je dirais que toujours en bénéficiant. Le non-coté, c'est un bon exemple, puisqu'on a traité des sujets ensemble de non-coté et on s'est retrouvé pas bloqué parce que vous avez été extrêmement bienveillant, mais on s'est quand même retrouvé avec des confrontations de frais. Alors certes, mais je pense que le non-coté dans un compte titre, ça serait la même chose, hein. Tout simplement parce que la banque qui va détenir le titre, elle va prendre des frais. Là, au lieu que ça soit la banque qui prenne les frais, comme c'est l'assureur qui fait son travail, qui fait le travail de la banque, au final, c'est l'assureur qui a pris les frais. Donc ça, je ne suis pas persuadé que ça fasse une grosse différence. Là où je peux vous rejoindre, et ça me fait mal de le reconnaître, c'est que j'ai un sujet en ce moment avec David, en l'occurrence, sur les bitcoins, par exemple. Sujet cher à Marc Toiti. Le bitcoin, c'est quand même un investissement risqué. C'est un investissement qui devient vraiment à la mode et qui n'a pas été prévu initialement par le régulateur luxembourgeois. Donc, les monnaies virtuelles, comme ils les appellent, pour l'instant, elles sont interdites dans les contrats luxembourgeois. Néanmoins, c'est un sujet d'actualité. Tout le monde me demande tous les jours d'investir dans du bitcoin, alors soit en direct, soit via des trackers, soit via des fonds. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on n'était pas enclin à accepter. Mais suite à une demande de notre cher David, on a fait la demande au régulateur pour savoir quelle était sa position, puisque la position elle va forcément évoluer, vu que ça devient un investissement quand même assez commun. Et donc, vous voyez, ça c'est encore une force du Luxembourg par rapport à la France, c'est qu'on a fait la demande vendredi, c'était férié aujourd'hui, j'aurai la réponse demain. Et donc, je pourrais vous en dire plus la prochaine émission. Alors, pour éventuellement un tracker sur le Bitcoin. Parce que éventuellement, ça pourrait être éligible. En direct, ça paraît peu probable. Hein. En tout cas, c'est pas possible. Non, ça ne sera pas possible. Mais même les fonds aujourd'hui sont interdits. Même les fonds qui investissent dans du Bitcoin, c'est interdit aujourd'hui. Si on lit la circulaire clairement. On va prendre la position de David. Donc, David, vous présidez à la société de gestion Senso. Donc, vous travaillez dans des contrats d'assurance vie, dans des contrats de capitalisation et bien entendu dans du compte titre. Est-ce que vous pensez que le compte titre est plus flexible et que quand vous partez vers un contrat d'assurance vie, même si c'est une préconisation au client, vous savez que vous allez avoir les mains un peu liées ou en tout cas un peu entravées? Alors, il y a malgré tout effectivement un petit peu moins de flexibilité. Alors, c'est vrai qu'avec l'assurance vie luxembourgeoise et les fonds internes dédiés, on est quand même assez libre. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, on se doit de vérifier certains supports avant d'investir, alors qu'effectivement, sur un compte titre, on ne se pose pas la question. Donc de ce côté-là, effectivement, il y a toujours un petit… alors c'est vrai que la réglementation s'est quand même bien assouplie à partir du moment où les assureurs ont eu le droit d'honorer les rachats sur les contrats en titre. Hein, puisque à une époque, le rachat demandé à la compagnie d'assurance vie, la compagnie d'assurance vie était obligée de fournir des espèces pour honorer le rachat demandé par le client. Et donc, bien entendu, les assureurs étaient extrêmement frileux pour prendre tout ce qui était illiquide ou tout ce qui pouvait prendre du temps à liquider. Et c'est vrai que depuis, alors je n'ai pas l'année en tête, je pense que Maël sait ça beaucoup mieux que moi, mais il y a eu un moment où les assureurs ont dit ça y est, c'est bon, dans les conditions générales, on a écrit que s'il y a un problème de liquidité, on peut transférer les titres et ça permettra de solder, d'honorer le rachat. Et là, ça a vraiment ouvert tout un champ de possibilités. Je pense notamment à certaines obligations moins liquides que d'autres, à certains fonds
justement de certains fonds de private equity sur lesquels on est bloqué pendant 5 ans ou 8 ans, etc. Mais voilà, donc oui, il y a quand même plus de souplesse dans le compte titre. Mais je dirais avec l'assurance vie luxembourgeoise et notamment avec les FID, donc les plus importants, on a quand même beaucoup de moyens pour exprimer nos convictions de gérants. Alors, juste pour nos auditeurs, le FID, c'est un fonds interne dédié et c'est ce qui permet d'avoir une combinaison entre un assureur, une société de gestion et une banque dépositaire pour gérer. On va prendre l'avis de Ronnie Michali de la financière Galilée qui est restée avec nous. Donc, vous aussi, Ronnie, vous vivez ça au quotidien et comment vous prenez en considération, d'abord, est-ce que vous partagez le constat d'un manque, d'une plus grande flexibilité sur le compte titre que sur l'assurance vie? Et si vous partagez ce constat, comment est-ce que vous le prenez en considération pour faire vos préconisations? Alors, nous, on ne pense pas forcément qu'il y a beaucoup moins de flexibilité dans l'assurance vie. Je prends l'exemple, on travaille déjà avec Willins et on travaille beaucoup en multigestion également, donc on peut avoir des fonds de Sanso. Donc voilà, on est dans le cadre de la multigestion, vraiment avec un fonds interne dédié, on peut faire ce qu'on veut. Du moment que les fonds qu'on sélectionne ne sont pas exotiques ou voilà, ne sont pas des hedge funds qui viennent d'ailleurs, réellement, moi je trouve que, en tout cas dans notre périmètre de multigestion, on peut faire beaucoup de choses déjà avec l'assurance vie luxembourgeoise. Et personnellement, si on prend l'ensemble du cadre prudentiel luxembourgeois, moi je pense que c'est l'outil de gestion de patrimoine le plus puissant en Europe. Du fait du multidevise, du fait de pouvoir s'expatrier, du fait du triangle de sécurité qui protège en cas de problème sur l'assureur. Enfin voilà, je trouve réellement que c'est l'un des meilleurs outils à notre disposition sur toute l'Europe si on regarde cela d'une dimension européenne. Et en termes de frais, quand vous proposez une solution assurance vie, ou quand vous proposez une solution compte titre, l'assurance vie est plus coûteuse pour le client que le compte titre, ou vous avez un alignement des frais? Alors, c'est légèrement plus coûteux, mais on essaye effectivement d'aligner nos frais. Par exemple, lorsqu'on a un dépositaire suisse, je vous laisse imaginer que le coût du dépositaire suisse est plus important, on baisse évidemment la marge de gestion pour faire bénéficier aux clients de la qualité du dépositaire suisse, mais on ne peut pas superposer simplement les frais. Il faut évidemment qu'on prenne ça en compte. Donc effectivement, on va ajuster en fait notre partie à nous pour pouvoir faire bénéficier le client finalement de l'offre dont il a besoin, de l'offre qui répond à son besoin, je dirais même. D'accord. Alors, Maël, on va revenir vers vous. On commence à être un petit peu en retard, mais ce n'est pas grave, on va s'octroyer quelques minutes. Au niveau du contrat de capitalisation, donc comment vous l'intégrez dans cette comparaison? Alors, je dirais que le contrat de capitalisation, c'était un placement qui a rencontré un franc succès à l'époque de l'ISF, puisqu'à l'époque, on déclarait le nominal, on ne déclarait pas l'évolution du contrat. Il n'y a plus d'ISF, donc le contrat de capitalisation pour les personnes physiques, clairement, a perdu beaucoup de ses avantages. C'est surtout pour des personnes très âgées, aujourd'hui, qu'on propose des contrats de capitalisation, puisque la fiscalité pendant la vie est la même que celle de l'assurance vie, mais on bénéficie plus de l'avantage successoral. Aujourd'hui, la vraie demande pour les contrats de capitalisation, c'est surtout pour les holdings patrimoniales, donc pour les structures personnes morales. Pourquoi? Parce que, alors, sans être trop technique, vous avez deux options fiscales. Soit vous déclarez l'évolution de votre contrat à l'impôt sur les sociétés, soit vous optez pour un avantage fiscal qui s'appelle le 105% du taux moyen des emprunts d'État. Bref, c'est un montant forfaitaire que vous allez déclarer chaque année et vous allez payer un impôt forfaitaire, ce qui vous permet de bénéficier d'un différé d'imposition. Or, depuis 2 ans, le taux moyen des emprunts d'État, il est négatif. En gros, vous payez rien avec votre holding patrimonial tant que vous ne procédez à aucun rachat. Et vous bloquez ce taux pour une durée de 30 ans à la souscription. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait que ça. On fait que des personnes morales qui bénéficient de ce taux. Donc, c'est là le vrai avantage. Je ne suis pas sûr que tout le monde nous ait vraiment compris. Ouais. On revient très doucement. Donc, personnes morales, ce sont des sociétés. Donc, c'est une société qui a de la trésorerie ou un trésor de guerre. Elle décide de le placer et d'en tirer avantage. Donc, encore une fois, elle a deux choix. Donc, une personne morale, une société ne peut pas souscrire une assurance vie, c'est réservé aux particuliers.
particulier. Donc, ou elle va prendre un compte titre, ou elle va rentrer un petit peu dans la même configuration et prendre un contrat de capitalisation dans lequel elle pourra choisir un gestionnaire, une banque dépositaire, et on est toujours dans la même méthode. Alors, là, vous nous avez parlé d'un taux fixé pour 30 ans. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, quand la personne morale est soumise à l'impôt sur les sociétés, si elle est soumise à l'impôt sur le revenu, c'est pareil qu'une personne physique. Donc ça, j'en parle pas, on en a déjà parlé tout à l'heure. Si elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, on va prendre un exemple, ça va être plus parlant. Quand cette personne morale investissant dans le contrat de capitalisation, imaginons qu'à la fin de l'année, elle est 107, elle ait gagné 7, et ben ces 7, elle devra les déclarer à l'impôt sur les sociétés et elle devra payer de l'impôt sur les sociétés sur ces 7 qu'elle aura gagnés. Ça, c'est une option. Maintenant, elle a un deuxième choix qui s'offre à elle, c'est d'opter pour la fiscalité forfaitaire qui s'appelle le 105% du taux moyen des emprunts d'État. Donc, elle va opter pour cette option et à ce moment-là, on va bloquer le taux moyen des emprunts d'État à la date de souscription. La particularité, c'est que le taux moyen des emprunts d'État, depuis 2 ans, est négatif. Donc, 105% d'un chiffre négatif, bah, ça fait 0, hein, clairement. Et donc, elle va déclarer ce montant forfaitaire tous les ans. Donc là, 0, elle va déclarer 0 tous les ans, donc elle ne payera pas d'impôt pendant toute la vie du contrat. Et le jour où elle aura besoin d'argent et qu'elle retirera de son contrat, elle devra payer en fonction du taux d'impôt du moment. Alors je dirais que ce qui était prévu, c'est que le taux d'impôt baisse. Comme on le voit aux États-Unis, l'impôt sur les sociétés, il avait bien baissé. Il avait été malin pour le coup, Donald Trump, il avait rapatrié tous les fonds des autres pays. Joe Biden, il le fait remonter en flèche. Et donc, le risque que l'on peut anticiper, c'est qu'en France, le taux d'impôt sur les sociétés qui devait être amené à diminuer, finalement, qui ne diminue pas. Et donc, ça sera juste un décalé d'imposition. Dans l'aviation, on appelle ça un piège à con. Hein. C'est-à-dire que si on peut payer aujourd'hui, par exemple, à un taux de 25 et qu'on fait des économies pour payer demain à un taux de 30, ça ne sera peut-être pas si malin que ça. Alors, ce n'est pas là où je voulais en venir. C'est qu'aujourd'hui, on paye à 30 et que demain, on devait payer à 25. À mon avis, aujourd'hui, on paye à 30, on payera toujours à 30 dans quelques années. Mais ça, on n'ira pas au-dessus. Cette option, elle est ferme et définitive ou cette option, elle est, on peut la renégocier ou la redéfinir à chaque moment? Non, vous décidez au début et vous devez vous y tenir. Il y a un risque de redressement de l'administration fiscale si vous faites la girouette, sinon c'est trop facile. Vous choisissez une option et vous vous y tenez. Après, en même temps, ça serait un peu idiot de retourner sur un impôt sur les sociétés quand vous avez un taux moyen des emprunts d'État qui est négatif. Parce que là, vous ne payez rien. Allez, on va donner la parole de la fin à David. David, vous avez des sociétés comme clients chez vous? Oui, on en a. Le contrat de capitalisation luxembourgeois, vous l'utilisez beaucoup ou vous privilégiez le compte titre? Non, il y a quand même beaucoup de contrats de capi. Et dans le contrat de capi, cette option à 105% du TME, c'est quelque chose qui est majoritaire ou c'est quelque chose qui est minoritaire? C'est systématiquement utilisé. Systématiquement utilisé. Ouais. Et maintenant que Marc nous a alerté sur la hausse des taux américains, elle n'est pas à l'ordre du jour en Europe et encore moins en France, mais elle pourrait venir. Oui, alors effectivement, je pense que si on devait retrouver des taux à 2-3%, etc., mais bon, on a quand même encore un petit peu de marge. Déjà, est-ce que dans votre tableau des risques, est-ce que dans votre prévenance des risques, vous dites aux clients ou vous disiez aux clients jusqu'à aujourd'hui, attention, si les taux remontent, ça peut se retourner contre vous. Si l'impôt remonte, ça peut se retourner contre vous. Ah, alors non. Si le fait que l'imposition puisse remonter plus tard, l'impôt sur les sociétés, ne faisait pas partie jusqu'en 2020 de notre cartographie des risques, puisqu'il y avait une direction qui avait été donnée. Mais bien entendu, comme souvent en France, les directions sur les impôts, ce sont des choses qui vont et qui viennent. Voilà. Mais effectivement… nous sommes heureux d'avoir contribué à l'évolution de votre cartographie des risques. Et sur ce bon mot, qui est bien sûr une plaisanterie, et nous allons terminer l'émission avec un petit peu de retard. On remercie tout le monde. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. J'espère qu'il y aura de bonnes nouvelles sur le front du virus. Il semblerait que la vaccination commence à démarrer en France, que des bonnes nouvelles vont arriver très très vite. On entend des bruits de nouvelles réquisitions, des vaccins qui sont présents. Voilà. En attendant, continuez de faire attention. Ce virus n'est pas une blague, c'est dangereux, il tue pour de vrai. Merci, on vous aime, à très bientôt pour une prochaine émission.
La French Radio. Portugal.